Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Éléonore a voyagé en Europe en train, de l'Italie à l'Écosse, en passant par la Suisse, l'Autriche et la France, afin de se rendre dans 8 exploitations agricoles dont les pratiques régénèrent les sols, l'eau et la biodiversité. Des initiatives inspirantes portées dans des élevages, vignobles, cultures maraîchères, arboricoles ou encore céréalières. Éléonore dresse dans son documentaire un portrait enthousiaste de ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix de s'associer et collaborer avec le vivant. De ces symbioses retrouvées naît l'espoir d'une résilience des territoires. Bonjour Éléonore. Bonjour Anthony. Merci de m'ouvrir les portes de ton chez-toi ici à Paris. Merci à toi d'être venu jusqu'ici surtout. Avec plaisir, c'est mon premier entretien dans la capitale. Waouh, donc c'est grand honneur. C'est sympa. Éléonore, tu es actuellement étudiante en master agro ParisTech, une école d'ingénieurs agronomes. Et dans le cadre de ces études, tu as été amenée à faire une année de césure, comme pas mal d'étudiants et d'étudiantes dans cette école. Et ça t'a amené à te lancer dans un projet de voyage engagé sur un sujet agricole en rejoignant l'association Les Déterminés. Est-ce que tu peux nous présenter cette association et nous dire ce qui t'a poussé à la rejoindre ? Ouais, c'est vrai que à AgroParisTech, on a la chance entre la 2e et la 3e année du cursus d'ingénieur agronome d'être très incité à faire une année de césure. Donc moi j'ai souhaité rejoindre cette association dans ma 2e partie d'année de césure, donc entre janvier et septembre 2024. Et l'association Les Déterminés, c'est une association qui a été créée en 2016 par des étudiants d'AgroParisTech. Et l'idée, c'était de s'engager dans des voyages pour aller à la rencontre des agriculteurs et à la suite de ça, faire des documentaires sur le milieu agricole. Donc là, on est à 4 films qui ont été réalisés à ce jour, dont celui qui vient de sortir en septembre 2024. Majoritairement. Le mien, pardon. Du coup, Sol couvert d'espoir. Et qu'est-ce qui m'a poussée à rejoindre cette association ? C'était un très grand sujet. J'hésitais beaucoup à partir voyager seule et en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire un voyage avec un réel sens, quelque chose qui allait être créé à la fin de celui-ci. Et du coup, je me suis dit, j'ai très envie aussi de sensibiliser le grand public. Et du coup, cette idée de réaliser un documentaire, de partir à la rencontre des agriculteurs, de partir sur le terrain, de réellement apprendre des choses et de comprendre les enjeux aujourd'hui de l'agriculture à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Je me suis restreint au continent européen, mais j'aurais très envie par la suite de pourquoi pas réaliser, dupliquer ce documentaire à l'échelle d'autres continents. Voilà. Trop bien, trop intéressant. Et du coup, tu disais que plusieurs documentaires ont été produits. Et donc, du coup, ça veut dire que le projet associatif, il a un peu repris chaque année par de nouveaux et nouvelles étudiants et étudiantes. Ouais, exactement. Là, ça faisait 2 ans qu'il y avait personne qui avait repris le flambeau. Le dernier documentaire, c'était un documentaire sur les espèces de vaches anciennes. Donc hyper intéressant, qui s'appelle Rustique, des vaches des Alpes, du Vercors, des vaches d'Alsace, donc très très chouette. Et j'ai vu ce mail arriver un matin de janvier quand j'étais perdue et je me disais qu'est-ce que je vais faire de la suite de mon année de césure.
Et je me suis dit, mais c'est un signe. J'étais en train d'errer dans un appartement parisien à me dire qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je pars. Je voulais partir au Pérou. Et puis je me suis dit, mais pourquoi partir si loin quand on peut apprendre aussi très proche? Et du coup, j'ai contacté Alix et Valentine et je les ai appelés. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Et du coup, on se lance. On se lance à 200% parce qu'on était en janvier et que j'avais envie de partir début février et qu'il fallait que je contacte les agriculteurs, que je trouve des fonds, que je construise un peu mon voyage. Et donc là, je me suis plus posé aucune question. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'es lancé à fond dans ce projet qui est celui de réaliser un documentaire sur l'agriculture régénératrice en partant en immersion en Europe dans plusieurs pays. Donc, au final, dans 8 exploitations européennes, afin de mettre en avant les pratiques inspirantes que ces personnes réalisent et des pratiques qui ont réussi localement et qui pourraient être répliquées à l'échelle plus globale. Donc, tu as voyagé en train pour rejoindre l'Écosse, l'Italie, le Portugal, la Suisse, l'Autriche. Et tu as fait le choix de rencontrer une diversité de production parce qu'il y a à la fois des élevages, il y a des maraîchages, il y a aussi des vignobles. Et donc, comme tu disais, le fruit de cette grande exploration, c'est ton documentaire, Seul couvert d'espoir, qui est maintenant terminé. Bravo à toi pour la réalisation de ce film, qui est très chouette, que j'ai eu l'occasion du coup de découvrir il y a quelques jours. Privilégié. Et du coup, sur ces 8 exploitations agricoles, il y a notamment 3 vignobles. Et la viticulture, c'est un monde qui te parle beaucoup et qui te plaît, parce que j'ai vu que tu avais fait des saisons dans plusieurs exploitations viticoles dans le passé. Tu as été notamment chargé de projet Régénération et Sol Vivant dans une entreprise qui vend du vin. Comment est venu cet intérêt pour la viticulture, pour le vin de manière générale ? Cet intérêt, il est venu comme beaucoup de prises de conscience dans la jeune génération après le Covid. J'étais encore à la fac avant de rejoindre AgroParisTech. J'ai fait 3 années de licence à la fac. Et j'avais passé 2 années derrière des écrans noirs sur Zoom à écouter des professeurs. Et ma rentrée se faisait un peu tardivement. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Ça faisait quelques années que j'avais envie de faire ça, de faire les vendanges. Et ça fait quelques années que j'avais envie de faire ça parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai vu un film qui s'appelle Premier Cru. Et ça a été un déclic pour moi et je me suis dit, mais j'ai très envie de travailler dans le vin. J'adore ce milieu qui mélange agriculture et patrimoine français et je me disais, on peut tellement s'amuser dans ce milieu-là. Et j'ai personne dans mon entourage qui baigne dans ce milieu-là et je me suis toujours un peu dit, c'est impossible, il faut des terres, il faut des connaissances, il faut plus que ça, que juste de la passion. Et du coup, on va partir faire les vendanges. Et là, ça a été un énorme déclic. Je suis partie 10 jours faire les vendanges en Champagne. Une expérience incroyable où au début, je faisais que me couper les doigts. Je voulais pas mettre de gants parce qu'on allait moins vite. Mais du coup, j'avais 4 cicatrices par doigt. Mais une ambiance incroyable avec que des jeunes, des moins jeunes aussi, bien sûr. Où on se cassait le dos. Le soir, on avait tous les mêmes douleurs. Mais on était là et on avait envie de faire plaisir à la patronne pour qui c'était pas toujours facile avec tous les changements globaux, les tempêtes de grêle, les pertes de rendement. Et on était tous hyper soudés à plus sentir notre dos, et je suis sortie de là et je me suis dit, j'ai passé 3 ans là à la fac où je m'ennuyais et puis là j'ai passé 10 jours incroyables et j'ai très très envie de retourner voir ce terrain, de creuser un peu cette passion pour le vin. Et du coup, à la fin de mon année à la fac, juste avant de rejoindre une école d'ingénieur agronome, je me souviens, j'avais les résultats des concours qui arrivaient au compte-gouttes quand j'étais justement dans les vignes et j'ai appris que j'étais prise dans cette école d'ingénieur agronome au milieu d'une vigne alors que j'étais en train d'ébourgeonner la vigne. Ébourgeonner, du coup, on retire les jeunes bourgeons qui vont prendre la sève et du coup, tout un trip. Et j'avais fait une saison d'ébourgeonnage, d'effeuillage avec 2 amis. Et là, je sais pas, c'était encore plus un déclic. Et après, du coup, pendant mon année de césure, au tout début de mon année de césure, j'ai rejoint une entreprise de vins et spiritueux qui avait plusieurs domaines à travers le monde. Et l'idée, c'était d'essayer d'accompagner les viticulteurs, pas de leur apprendre leur métier, mais essayer de les inciter à mettre en place des couverts végétaux, à leur faire rencontrer des gens qui sont très sensibilisés à l'agroforesterie pour qu'ils aient envie d'y aller et envie de s'engager dans ce système-là, de les accompagner aussi d'un point de vue financier, parce que ce que j'ai vu au travers de ce périple à l'échelle européenne, c'est aussi que la plupart du temps, ils ont très envie d'y aller, mais on voit bien que c'est plus facile pour les viticulteurs qui ont plus les moyens,
parce que c'est quand même un mode d'agriculture qui rémunère, ce que j'en ai compris, plus justement l'agriculteur, où les marges peuvent être plus importantes, alors que quand on vend des céréales ou bien quand on vend de la viande, c'est un peu plus difficile. Donc j'ai senti qu'il y avait une marge de progression qui était en tout cas plus rapide à l'échelle viticole, parce qu'il y avait plus de moyens et peut-être moins de freins sociaux. Enfin, on pourra revenir là-dessus, mais c'était 2 freins que j'avais identifiés sur ces changements de pratique. Et du coup, mon coup de cœur s'est encore accentué sur le milieu viticole. Après, mon rêve d'ici 10 ans, c'est d'avoir un domaine viticole avec des chambres d'hôtes et un restaurant. Mais ça reste un rêve, malheureusement, parce que les terres viticoles aujourd'hui sont très chères. Mais on verra ce que l'avenir me réserve. Enfin, ce milieu-là est vraiment ce qui me touche, et ce qui est marrant, c'est que ça me touche depuis j'avais 15 ans quand j'ai vu ce film, donc ça fait maintenant 9 ans que je suis très passionnée par ce milieu et que j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est génial. En tout cas, je te souhaite que ça arrive. On verra. Est-ce que tu as eu d'autres expériences du coup dans le domaine du vin suite à ce stage? Non, du coup j'ai terminé ce stage en décembre 2023 et du coup en janvier 2024 je me suis lancée dans ce projet. Après j'avais à cœur de vraiment intégrer des domaines viticoles dans le documentaire. Donc il y en a 3 sur 8 exploitations qui sont des domaines viticoles. Mais à part rester en immersion dans ces domaines, non, j'ai pas eu d'autres expériences. Mais on verra par la suite. Du coup, en février 2024, tu te lances en train. Tu rejoins l'Écosse en premier? Non, Italie. L'Italie? Ouais. J'ai rejoint l'Italie. J'avais à cœur déjà de faire tous mes voyages en train, pas d'avion, même pour aller en Écosse. Et je suis partie de la gare de Lyon avec mon gros sac qui pesait plus lourd que moi, j'imagine, qui me tirait vers l'arrière. Mon sac à dos aussi avec tout mon matériel de vidéo. Donc c'était un peu mon précieux que je préférais mettre devant moi et pas derrière moi. Donc j'avais mon sac à dos sur le ventre et mon autre gros sac à dos sur le dos. Et là, gare de Lyon. Ensuite, j'avais tout un périple pour aller jusqu'à Turin. Donc depuis l'effondrement du tunnel sous les Alpes, j'avais tout un périple, je dis bien tout un périple, parce qu'il fallait aller jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, ensuite prendre un bus, ensuite prendre de nouveau un train. Et donc je suis arrivée à Turin où ça y est, j'étais lancée. Et j'avais un peu cette idée, c'était, je pense, mon premier vrai voyage en solo. D'habitude, dans le train, je fais pas trop attention aux autres. Et là, je sais pas, j'avais envie de ressentir de la proximité avec tout le monde. Donc je souriais à tout le monde, j'aidais tout le monde à mettre son bagage. Et j'étais tellement heureuse, j'étais heureuse de me dire que ça y est, je partais enfin. J'avais commencé à sortir mon petit carnet où je m'étais dit que je tiendrais mon carnet à jour, où je racontais mon voyage. Et donc il m'arrive de le relire là de temps en temps en me disant waouh, je suis partie, j'avais des frissons, j'étais là waouh, je suis tellement reconnaissante de la vie de me laisser faire ce voyage. Et donc je suis arrivée dans un petit bed and breakfast à Turin, chez une dame qui parlait pas un mot d'anglais, mais on s'est comprise. Et c'était merveilleux. Et après, visiter la ville. Et l'idée, c'était que j'avais une nuit pour moi. Et ensuite, je partais à Orvieto, donc une petite ville d'Italie entre Florence et Rome. Et là, Marco m'a accueillie au pied du train. Et je suis arrivée dans cette ferme magnifique, un agriturismo en Italie, avec des animaux partout. Et moi, j'ai une très grande sensibilité aux animaux, donc j'étais très très heureuse. Après, c'était une vraie exploitation et j'avais pas forcément déjà vu ça, de voir des animaux se faire abattre devant moi. Enfin, je savais que l'élevage c'était ça, bien sûr, mais je l'avais jamais vu de mes propres yeux, donc c'était au début assez intense. Mais je suis arrivée dans cette ferme et je sais pas, tous mes déboires de ce mois de janvier où il fallait construire ce documentaire, trouver des fonds, contacter la terre entière, et ben j'avais tout oublié. Et là, ça y est, j'étais dans la nature à la rencontre de cette famille incroyable, et j'y étais pour 3 semaines. Donc là, il était temps de me poser, de comprendre leurs enjeux, de préparer mes interviews, et voilà. Et c'était parti. Trop bien. Et donc ouais, effectivement, à chaque fois, tu restais quand même en moyenne 3 semaines dans chaque lieu. Est-ce que ça te permettait de vraiment prendre le temps de connaître les différentes personnes, de peut-être te sentir à l'aise aussi pour faire les interviews? Comment t'as vécu ça? Ouais, c'était un grand sujet. Est-ce que je reste 2 semaines? Est-ce que je reste 3 semaines? Est-ce que je reste 1 semaine? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que je vais m'ennuyer? Est-ce que je vais perdre mon temps?
Et je suis arrivée là et j'ai vécu vraiment en immersion totale avec cette famille. À la fin, j'étais totalement autonome. Je pouvais aller m'occuper des animaux en totale autonomie. C'était un peu comme pour les adeptes du woofing. J'étais logée, nourrie, blanchie et en échange, je les aidais toute la journée à la ferme. Le week-end, on est allé sur une piste de ski parce qu'il y avait une petite station de ski à proximité. On est allé dans des thermes romains. Enfin, j'ai pu vraiment visiter le coin avec eux. L'Italie, c'est un pays que j'affectionne énormément. Et j'ai eu le temps en 3 semaines d'avoir un coup de cœur sur une ferme abandonnée et de me dire que je reviendrai ici dans 10 ans et que j'y planterai mes vignes et que je travaillerai avec Marco et ses 3 filles. Il avait 3 petites filles avec qui je passais des moments extraordinaires, même si pareil, elles parlaient pas un mot d'anglais et moi très peu italien. Et à la fin, je me souviendrai toute ma vie de Lucia, Livia et Claudia qui m'empêchaient de partir, de prendre mon sac. Et c'était la première exploitation et j'étais en pleurs de les quitter. Je savais que je les quittais pas, c'était pas des adieux parce que l'Italie c'était pas très loin et que j'avais encore cette ferme en tête. Mais c'était peut-être un peu trop long pour moi qui m'attache très vite aux gens. Mais ça m'a permis de créer une vraie interview, de parler à Marco énormément, de comprendre tous ses enjeux, de comprendre qu'est-ce qu'il avait mené jusqu'à toutes ces pratiques dites régénératrices, de connaître mieux sa famille, de passer des moments extraordinaires, d'avoir des souvenirs plein la tête. Après, je pense que dans d'autres exploitations, après en Suisse, je suis également restée 3 semaines. En France, je restais un peu moins longtemps parce qu'il n'y avait pas cette barrière de la langue et j'avais envie de découvrir davantage de lieux. Et en Écosse, je suis restée un peu moins longtemps, je suis restée 2 semaines. Et je pense que le juste milieu, c'est entre 2 et 3 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, on pense avoir fait le tour, mais comme on a une certaine proximité qui se noue, on comprend encore davantage de choses. Et je pense qu'à partir de 2 semaines et demie, une vingtaine de jours, on peut faire l'interview. Donc moi, ça m'a paru un bon rapport au temps. Après, dans certains pays, comme les conditions étaient plus rudes, je pense notamment à l'Autriche, j'aurais bien aimé rester 10 jours max, mais je m'étais engagée sur 3 semaines et ça permet aussi de devenir autonome et d'être un atout pour l'exploitation sur 3 semaines plutôt qu'un poids. Parce que je savais j'avais à aucun moment envie d'être un poids et d'être quelqu'un qui vient les interviewer et leur faire perdre leur temps, mon but, c'était de comprendre tout ce qu'ils faisaient, et d'avoir une vraie interview, mais aussi de les aider et de ressortir de là en n'ayant fait que des belles rencontres et d'avoir que des beaux souvenirs. Voilà. Oh, ça avait l'air d'être assez incroyable, en tout cas, toutes ces rencontres. Ouais. Et donc, tu prenais le temps pendant 3 semaines de découvrir un peu quel était leur métier, leur pratique, etc. Et tu réalisais l'interview à la fin à chaque fois ? Oui, l'idée c'était que je réalise l'interview dans les quelques derniers jours, pas le dernier jour parce que après j'avais envie de profiter aussi, parce qu'en fait une fois que l'interview était faite, toute la pression redescendait. Et en parallèle de ça, rester 3 semaines, ça me permettait aussi de prendre des scènes de vie, parce que réaliser un documentaire, il faut avoir des scènes de vie, les animaux, quand on ramassait les œufs, quand on allait traire la vache qui s'appelait Rosanna en Italie, tous ces moments de vie qu'on a envie de voir dans un documentaire, ou aussi les images drone, où ça a été très précieux pour moi, ces images de drone, c'est capturer des paysages, les plus impressionnants c'était en Écosse, où c'était tellement beau, et de rester le temps d'un week-end, pas avoir à travailler la journée, de pouvoir aller me balader, capturer aussi des fonds sonores qui sont très importants dans les documentaires, j'imagine aussi dans les podcasts, mais documentaires c'est très très important, et d'avoir les oiseaux, de comprendre la faune, de découvrir le paysage. En Suisse, je terminais je pense à 4 heures, et ensuite je filais me balader c'était perdu dans la montagne suisse et dans le canton de Lucerne pour ceux qui connaissent, et c'était magique, toutes ces montagnes, on avait une vue magnifique sur les Alpes. Après je prenais mon vélo, il m'avait prêté un vélo, je pouvais aller dans les petits villages à côté. Enfin, vraiment, au-delà du documentaire, ça m'a aussi permis de voyager, je vais pas dire seule, parce que la majeure partie du temps, je dînais avec eux et j'étais pas seule. Mais comme j'avais pas mes proches avec moi, ça me permettait réellement de me reconnecter aussi à moi. Je suis pas partie à l'autre bout du monde pendant 6 mois comme certains de mes amis. Mais j'ai découvert des facettes de moi, le fait que j'avais envie d'être seule, je prenais énormément de plaisir à écouter des podcasts quand je me promenais, que j'avais aussi besoin de me promener sans rien, juste avec moi-même, que j'aimais faire du tourisme dans des petites villes, que j'aimais le train, j'ai adoré pour faire ces longs voyages en train, où on prend le temps de découvrir les paysages qui avancent,
qu'on peut voir aussi, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir la différence d'agriculture entre par exemple l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, enfin l'Italie du Centre parce que j'étais pas au Sud, mais on voit vraiment cette différence de type d'agriculture. On voit des sols complètement nus dans le nord de l'Italie, où on voit un peu l'érosion, on voit la roche qui affleure et on se dit waouh, les pratiques ici elles ont dû être très très intensives et elles ont peu pris en compte le sol et l'écosystème au sens large. Et en parallèle de ça, voir mon arrivée en Écosse où au début l'Eurostar, on voit pas trop d'agriculture, mais après on gravit l'Angleterre et puis on arrive en Écosse et là on voit ces paysages incroyables avec la mer, avec les moutons partout, les vaches, les Highlands et on arrive là dans cette toute petite ville d'Écossaise où je suis arrivée, je me suis retrouvée face à Andrew et j'avais eu tous ces paysages merveilleux pendant 6 heures de train. Entre Londres et Pitlochry, c'était 6h30 de train. Donc on voit sa journée et on a passé la journée dans le train, mais c'est magique. On s'arrête un moment à Édimbourg, donc là on se retrouve au pied de la ville d'Édimbourg avec les remparts et c'est magique. Et là je me retrouve face à Andrew avec un accent écossais hors norme. Après avoir passé une journée dans le train, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Mais je mettais ça sous le coup de la fatigue et je suis arrivée là et j'avais passé cette journée dans le train que j'avais adorée, où j'avais eu le temps d'écrire, où j'avais eu le temps de lire, prendre le temps de vivre aussi. C'était ce que je voulais dans ce voyage. Aussitôt arrivé, il m'a emmené tout en haut de son exploitation parce qu'il m'a dit je sais pas quel temps il va faire demain et ni les 10 prochains jours, mais ce soir il fait beau. Donc allons voir le Loch. Donc le Loch, c'est des grands lacs en Écosse, des grandes rivières. Et là, je me suis retrouvée une lumière incroyable entre le rose, le violet, le bleu. Il faisait jour à 23h parce que comme on était très au nord, il fait jour très tard. Et il m'a montré ses vaches, il était tout fier, ses moutons. Et moi, j'étais là, waouh, je suis épuisée, j'ai passé une journée épuisante. Mais je suis arrivée et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter et à faire cette belle rencontre avec Andrew et Shanaag, qui était sa femme. Et voilà. C'était l'accomplissement de ce voyage aussi, l'Écosse. C'était la cerise sur le gâteau. Je pense mon pays préféré. Enfin, en tout cas, mes paysages préférés. Et une culture incroyable. Ouais, ça a été le dernier pays, du coup, que tu as visité. Exactement. C'était très, 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 très beau. Et puis, ça marquait aussi la fin du périple pour mener au documentaire. Et je savais qu'il fallait que je croque chaque jour de nature à pleines dents. Parce qu'après, j'allais me retrouver à Paris, dans un appartement, derrière un ordinateur, à faire du montage. Ce qui était très excitant aussi, c'était qu'il fallait que j'aille compiler toutes les vidéos et faire un documentaire. Là, j'avais toute la matière et il y a plus qu'à. Mais je profitais encore plus à cet instant. Trop chouette. Comment tu as sélectionné justement ces 8 exploitations agricoles? Comment tu les as découvertes? C'était ce qui me faisait le plus peur quand j'ai eu ce déclic le 8 janvier 2024 dans cet appartement parisien. C'était à quel moment des agriculteurs vont accueillir une petite Parisienne dans leur exploitation pour faire un documentaire, sachant qu'elle est en année de césure d'école d'ingénieur agronome, donc elle a aucun background audiovisuel. Quelle est ma plus-value à moi? Et c'était ma plus grande peur. Qui va m'accueillir? J'ai cette idée, mais qui va m'accueillir? Et j'ai épinglé des documentaires sur YouTube, des sites internet, avec des mots-clés. Donc, dans le film, on voit l'agroforesterie, les couverts végétaux, le keyline design, hein, une pratique très particulière. Et j'ai noté ces mots-clés sur internet. Et puis, j'ai regardé des documentaires, j'ai eu des coups de cœur sur des lieux, en particulier en Suisse, en Italie, en Écosse aussi, un documentaire sur cette ferme merveilleuse. Et je les ai contactés. Et au début, 1 jour, 2 jours, pas de réponse. Je me dis, waouh, mais pourquoi je mets autant d'énergie dans un projet où personne va m'accueillir? Parce que j'ai beau acheter le matériel, j'étais en train aussi de faire en parallèle la recherche du matériel, contacter des gens. Mais si je peux aller chez personne, ça va être très très compliqué. Et j'ai eu ce premier oui de cette ferme en Autriche qui m'a dit avec grand plaisir. Et puis le deuxième oui en Italie. Et puis l'Écosse qui m'a rappelé. Et puis après, j'ai contacté la France, où la France, j'avais attendu un peu en me disant je les calerai plus tard. Et puis ils ont tous répondu présent. J'ai dû envoyer une 20aine de mails et j'ai eu 10 réponses positives. Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que c'était que des personnes passionnées qui avaient envie de partager ça, de partager leurs pratiques, que ça se déploie à très large échelle et qu'à partir du moment où ils pouvaient me loger, et il y avait pas de questions à se poser.
On s'appelait et on voyait si ça matchait, et puis généralement ça matchait. Et on notait les dates et je leur donnais mon horaire d'arrivée et on se retrouvait sur le quai de la gare. Voilà. Donc que des très belles rencontres. Et que des oui, surtout. Et donc au début du documentaire, tu rappelles à juste titre l'histoire récente des choix qui ont été réalisés en matière d'agriculture, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y a un objectif clair qui s'est dessiné, c'est d'augmenter les rendements agricoles pour nourrir tout le monde et retrouver un peu une forme d'abondance. La France, elle a fait le choix, comme d'autres pays aussi par ailleurs, du productivisme, de la modernisation, de la mécanisation. Ça a permis de produire plus sans augmenter nécessairement les surfaces. Et on a fait appel notamment à l'utilisation massive de pesticides, d'engrais minéraux. On a développé aussi les systèmes d'irrigation. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça a eu de nombreux effets indésirables sur les écosystèmes, sur la santé humaine. Et parmi eux, justement, tu mets en avant plusieurs de ces impacts, de ces effets sur 3 piliers. Par exemple, que 60% des sols européens aujourd'hui sont dégradés, qu'on observe un déclin de 57% du nombre d'oiseaux dans les milieux agricoles depuis 1980, et qu'il y a d'importantes aussi pollutions sur les cours d'eau, il y a plein d'enjeux aussi qui impactent l'eau. Et les personnes qui sont les premières à faire ces constats de cette destruction progressive du vivant, c'est les agriculteurs et les agricultrices, eux et elles-mêmes. Est-ce que tu peux nous parler des constats dont celles et ceux que tu as rencontrés t'ont fait part? Ouais, les 2 principaux constats, c'était la perte de la biodiversité. Et je pense que nos parents, ou en tout cas mon père m'a souvent raconté que quand il était jeune et qu'il prenait la voiture, il y avait des milliards d'insectes sur le pare-brise. Et aujourd'hui, quand je vois quelques insectes sur le pare-brise, je me dis, quand on traverse une forêt par exemple, je me dis waouh, il y a de la vie ici. Mais j'imagine qu'il y en avait 1 milliard fois plus il y a 40, 50 ans. Le principal constat aussi, c'est que quand j'ai été chez Jean-Baptiste, donc au Château Antonique, dans le Médoc, donc un vignoble, il m'a raconté que quand il était jeune, il entendait les oiseaux tous les jours, tout le temps, en permanence, que même au printemps, il s'entendait même plus parler quand il était dehors dans ses vignes parce que les oiseaux chantaient. Et que au fur et à mesure, avec l'abondance, l'utilisation des pesticides, des engrais minéraux et de toute la chimie qui a permis, comme tu l'as dit, d'augmenter les rendements, toute cette vie, elle a disparu. D'abord les insectes, puis ensuite il y avait plus d'insectes, donc il y a plus d'oiseaux. Et maintenant, lui, ce qu'il a décidé de mettre en place, justement, pour permettre à ces oiseaux, mais aussi à plein d'autres bénéfices, de revenir, c'est de mettre des arbres et des haies dans ses vignes, enfin autour de ses vignes, de façon à ce que le principal problème aujourd'hui des vignes, c'est que c'est des clones. Donc t'as que des clones et des clones de vignes sur plusieurs hectares de parcelles. Et du coup, t'as plus aucune vie qui peut s'installer parce que tu vas jamais voir un oiseau qui va s'installer dans une vigne. Enfin, la vigne, c'est une des cultures qui a le besoin du plus de traitement dans toutes les cultures différentes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un chiffre qui sort beaucoup, c'est que, on s'éloigne un peu du sujet, mais qu'on a 3% du territoire national qui est viticole et pourtant ça représente 20% des utilisations de pesticides, donc d'herbicides, de fongicides, donc pour le champignon, pour les herbes, enfin les mauvaises herbes aujourd'hui, ils appellent ça les mauvaises herbes. Moi, dans le film, je rappelle que c'est des adventices parce que c'est des mauvaises herbes pour l'agriculteur, mais que ce sont pas forcément des mauvaises herbes pour la biodiversité autour. C'est des mauvaises herbes parce qu'elles peuvent avoir un impact sur les rendements. Bref, je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, avec toute la chimie qui s'est développée, on a de moins en moins d'oiseaux, d'insectes. Et il y a aussi un constat qui a été fait par pas mal d'agriculteurs, c'est qu'on a une baisse de la disponibilité en eau. Bon, aujourd'hui, c'est pas la bonne année pour en parler, mais pas avec toutes les inondations qu'on voit. Mais ils ont vu vraiment un déclin des précipitations aujourd'hui. Et au-delà d'un déclin des précipitations, ils ont aussi vu un dérèglement des précipitations. C'est-à-dire que on peut avoir des épisodes très intenses en pluie, mais qui vont être très peu récurrents. C'est-à-dire qu'on va avoir, je sais pas, un épisode, on parle d'épisode Cévenol, mais un épisode très intense avec 60 mm de pluie qui vont tomber en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Et ensuite, on n'a plus de pluie pendant 3 semaines. Et ça, pour la culture, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça qu'ils essayent de mettre en place toutes ces pratiques où on essaye d'infiltrer l'eau à la parcelle. C'est pour éviter qu'il y ait justement parce qu'en fait, quand un sol n'est pas vivant,
l'eau, elle va pas pouvoir s'infiltrer dans le sol. Alors que si tu rends le sol plus vivant, tu vas créer des espèces de trous qui vont permettre à l'eau de rentrer dans le sol et de rester dans le sol. Et après, tu vas avoir toute la vie du sol qui va permettre de stocker l'eau. Et avec ce qu'on appelle, au début du film, on parle de la matière organique. Donc ça va agir un peu comme une éponge, où en fait l'eau, au lieu de ruisseler et de créer tout ces lié à l'artificialisation ou à ces sols morts, créer des inondations, l'eau, elle va rester dans le sol et elle va pouvoir ensuite nourrir la végétation, enfin la culture, permettre que si jamais il n'y a pas de pluie pendant 2 semaines, la culture, elle va quand même pouvoir pousser parce qu'il y aura de l'eau dans le sol et elle va pouvoir puiser avec ses racines de l'eau et l'eau sera présente et sera pas dans les cours d'eau ou pire dans les villes comme on le voit actuellement. Donc ces 2 constats, c'est perte de biodiversité et dérèglement des précipitations. C'est ce qui m'a le plus marqué pendant ce voyage. Il y a un autre impact aussi dont on parle beaucoup, notamment au niveau des vignes, c'est la question des gels aussi. Parce que justement, avec ces dérèglements climatiques, il peut faire très doux très tôt dans l'année. Et après, il va y avoir brutalement un gel. Et si les vignes ont commencé à faire des bourgeons, à fleurir, et ça arrête le processus et il y a tout qui meurt, il n'y aura pas de production. Ouais. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup et je sais qu'il y a des vignes qui mettent des sortes de feux aussi pour réchauffer la nuit. Enfin, justement, c'est assez fou, juste avant d'arriver chez Jean-Baptiste, donc dans le Médoc, j'ai senti qu'ils étaient très très épuisés au moment où je suis arrivée. Je suis arrivée fin avril et ils venaient d'avoir 10 jours de gel. Donc toutes les nuits, ils devaient se réveiller, ils devaient mettre en place des sortes de flambeaux. Je sais pas trop bien comment ça fonctionne, mais de façon à ce qu'il y ait de l'air chaud qui permette de limiter le gel des bourgeons. Et donc ça suppose que des coûts énormes parce que ça coûte très cher. Ils appellent ça, j'ai plus le terme, mais c'est une grosse boîte de conserve avec un chalumeau qui flambe et en permanence autour des vignes. Donc ça permet de limiter le gel. Mais donc ça suppose des coûts et surtout une capacité à se lever toutes les nuits entre minuit et 4 heures du matin et qu'après il faut enchaîner sa journée de travail pour s'occuper de la vigne. Et c'est une pression énorme. Moi, je suis arrivée et il y avait toute la pression qui redescendait et chaque année, ça recommence, quoi. Il y a des gels, il y a des tempêtes de grêle. Le gel, on arrive un petit peu à s'en sortir avec des pratiques culturelles donc il y a des techniques de taille adaptées, mais après la grêle, malheureusement, on peut pas mettre des bâches sur toutes les parcelles, sur des hectares et des dizaines d'hectares de parcelles. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de changements globaux, de dérèglements climatiques qui ont un impact sur ces cultures. Donc il faut trouver des solutions, il faut mettre en place des changements de pratiques de façon à ce que l'exploitation devienne plus résiliente et éviter toutes ces pertes de rendement qui vont, sur le long terme, avoir un impact sur la résilience alimentaire. Et voilà. Et justement, pour trouver cette résilience, toi, tu as exploré une voie en particulier, celle de l'agriculture régénératrice. Oui. Est-ce que tu peux nous en donner une définition ? Oula, alors ça, je m'expose à beaucoup de controverses. C'est un terme aujourd'hui qui est très très employé, en particulier par les grosses entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises, je citerai pas le nom, mais qui les intègrent dans leur cahier des charges de développement durable, de RSE. Et du coup, il y a beaucoup de controverses parce qu'on les accuse de greenwashing. Et en fait, le problème de l'agriculture régénératrice aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de consortium, il n'y a pas de certification. C'est beaucoup plus simple dans le biologique, dans l'agriculture biologique, parce que juste, il n'y a pas d'engrais de synthèse, il n'y a pas de tout ce qui est synthèse, pétrochimie, il n'y a pas dans l'agriculture biologique. Ce qu'on veut dans l'agriculture régénératrice, c'est de rendre l'écosystème qu'on avait à un temps T, d'augmenter sa résilience sur un instant T plus 1. C'est-à-dire de rendre l'écosystème plus dynamique, plus diversifié sur un instant T plus 1. Quand on parle d'agriculture régénératrice, il y a plusieurs termes ou pratiques qui viennent en tête. C'est les couverts végétaux. C'est le fait qu'il faut jamais laisser un sol nu parce qu'il est plus exposé à l'érosion, aux radiations, que on va avoir tout un tas de... Quand on laboure un sol aujourd'hui, je me souviens au début de ce périple, j'avais rencontré un certain nombre d'acteurs qui m'avait dit mais le labour c'est pas bien pour le sol. Je dis non, le labour c'est pas bien pour le sol. Le labour c'est ce processus de travail du sol qui consiste à retourner le sol de façon à détruire les adventices, donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes dans le discours public, mais du coup qui va retourner le sol et détruire toute la vie du sol. Donc quand je dis toute la vie du sol, je pense en premier lieu aux vers de terre, aux lombrics qui font un travail énorme sur le sol mais qu'on va tuer, qu'on va couper en deux
par ce travail du sol, par des lames énormes qui passent sous le sol, mais ça permet bien sûr d'augmenter les rendements sur le court terme. Et c'est ce que me disait Félix, chez qui j'étais dans le Pays Basque, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, même lui, il s'en rend compte, l'agriculture, les pratiques culturelles qu'on met en place, c'est des pratiques qui sont très sur le court terme et on pense très peu au long terme. Sauf qu'aujourd'hui, pour rendre une exploitation et un terrain résilient face au dérèglement climatique, il faut penser au long terme parce que toutes ces pratiques régénératrices, elles ont un impact et elles deviennent intéressantes au bout de 5 à 10 années. Bon, c'est la recherche qui dit ça, mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir des pertes de rendement. Quand on met en place de l'agroforesterie, donc quand on plante des arbres, des haies autour d'une culture, on peut avoir une compétition en minéraux, en eau, avec la culture, donc on peut avoir des pertes de rendement. Quand on met en place le couvert végétal, pareil, on a une compétition qui peut se mettre en place, donc on a des pertes de rendement. Et en fait, dans le film, j'essaye d'intégrer toutes ces pratiques mises en place, donc les couverts végétaux, le fait qu'il faut réintégrer les animaux à la parcelle, donc on parle de polyculture élevage. Aujourd'hui, on a remplacé les animaux par des engrais chimiques. Avant, les animaux, avec leur déjection, ils permettaient de mettre des engrais dans les champs. Et aujourd'hui, on a remplacé ça avec du NPK, donc avec des engrais chimiques synthétisés à partir du pétrole. Donc aujourd'hui, on a vraiment une spécialisation des régions où on voit, par exemple, près de Paris, on a la Beauce où on produit des céréales. Dans d'autres régions, c'est plus spécialisé agriculture, plus élevage. On a des régions où c'est beaucoup plus maraîchage. Donc il y a vraiment une spécialisation des régions et il n'y a plus du tout de coopération entre les différents modèles agricoles. Et c'est ce que j'essayais de montrer dans le film, c'est que c'est ce que met en place Marco, c'est une espèce de symbiose entre toutes ces cultures. C'est ce qui se faisait avant et qu'on a complètement oublié. Marco, il a un exemple qui m'a marqué, c'est qu'il a des champs d'oliviers partout. Et au lieu de séparer ses champs d'oliviers et ses animaux, il met ses poules dans les champs d'oliviers. Et ce qui était fascinant, c'est qu'il me racontait que les poules, elles se nourrissent de graines, mais aussi de vers. Et en fait, il y a un très grand fléau aujourd'hui avec les oliviers, c'est la mouche de l'olive. Et la mouche de l'olive, en fait, elle va détruire les oliviers en mangeant les olives et en mangeant les feuilles de l'olive en particulier. Et en fait, la poule, elle va manger les larves qui tombent dans le sol et donc complètement agir comme un insecticide naturel en mangeant les larves des mouches de l'olive. Et donc, en fait, c'est un cycle. Et c'est ça le but de l'agriculture régénératrice, c'est un cycle naturel qui va se remettre en place, où on va utiliser les bénéfices des animaux. Enfin, la nature est bien faite et moi j'ai vraiment compris au cours de ce voyage qu'au plus on mettait la nature dans nos systèmes agricoles, au plus on retrouvait la résilience et au plus sur le long terme, on avait des cultures qui étaient propres, qui étaient résilientes qui étaient fiables, quoi. On avait une garantie c'est peut-être un peu idéaliste quand on voit le gel ou la grêle, c'est bien sûr des événements extrêmes, mais on peut rendre l'exploitation ou la culture un peu plus résiliente. Ouais, comme tu dis, il y a des synergies qu'on peut retrouver justement à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle du vivant via les interactions entre le vivant, comme tu dis. Toi, dans le cadre de ton documentaire, dans le cadre de cette agriculture régénératrice, t'as mis en avant qu'il y avait 3 piliers qui interagissent aussi entre eux, que sont les sols, la biodiversité et l'eau. Et donc justement, tout au long du documentaire, tu crées des liens entre ces différents piliers pour montrer à quel point ils sont liés entre eux. Ça me fait rire parce que ces sols, cette biodiversité et l'eau, moi, depuis le début de ce projet, j'ai changé le nom parce que ça aurait parlé à personne, mais moi, je l'avais baptisé triptyque pour faire ressortir ces 3 socles qui sont indissociables les uns des autres. Et donc, dès que je parle de ce film, je parle de mon bébé triptyque pour montrer que c'est indissociable. Ces différents lieux que tu as rencontrés, ils expérimentent différentes pratiques autour justement de ces piliers. Il y en a qui vont mettre en place des choses sur l'eau, d'autres sur les sols, mais comme tu dis, c'est lié, donc forcément, c'est un impact bénéfique aussi pour ces 3 piliers. Pour parler un peu du premier, notamment des sols, je voulais te demander quel est le rôle des sols en particulier, quelle est leur importance et qu'est-ce qu'ils jouent au niveau des sols. Grosse question. Je suis pas scientifique, je suis pas chercheuse, mais en tant que étudiante en école d'ingénieur agronome, mais surtout, je pense que j'ai davantage appris au cours de ces 5 mois d'immersion. Ce que j'ai compris sur le rôle des sols, c'est que outre le fait qu'ils étaient un réel support de production, et qu'ils étaient le lieu sur lequel nous marchons tous chaque jour,
ils avaient un vrai rôle à jouer dans la manière de nourrir la culture. Donc ils étaient vraiment une source de vie pour la culture, donc un réservoir de minéraux qui renfermait une faune énorme. Il y a des milliards d'insectes, de tout petits animaux, des lombrics, des plus petits animaux qu'on voit même pas à l'œil nu, et il y a aussi plein de champignons, il y a des milliards de champignons. Enfin, il y a un chercheur très connu qui a participé au film qui s'appelle Marc-André Sellos et qui a des chiffres assez impressionnants sur ce nombre de champignons présents dans le sol, dans une cuillère à soupe de sol. Et il y a aussi des symbioses qui se créent dans le sol. Donc on parle de mycorhize avec cette symbiose qui se crée entre les racines et les champignons du sol. La plante va en fait capter du carbone avec ce qu'on appelle la photosynthèse, donc avec le rayonnement solaire. Elle va capter du carbone à la surface et en fait elle va nourrir le sol et en lui donnant du sucre qui va permettre de nourrir ce sol, et en échange de quoi les champignons ils vont rendre 1 milliard de services. Et en fait on se rend pas forcément compte dans le sol qu'il se passe autant de choses. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est en parallèle des agriculteurs, j'ai aussi rencontré des scientifiques, notamment une scientifique, une chercheuse de l'INRAE qui s'appelle Céline Pelosi, qui m'avait dit qu'aujourd'hui on avait un réel problème dans l'éducation des jeunes générations, et qu'aujourd'hui quand on voyait de la boue, quand on voyait du sol, on apprenait à nos enfants que c'était sale. Et ça m'avait marqué, et c'est vrai que quand j'étais petite, je vais pas blâmer mes parents, mais dès qu'on jouait dans la boue, on disait attention, tu vas être toute sale. Et en fait, j'aimerais bien, au travers de l'éducation, de la sensibilisation des jeunes générations, et pourquoi pas d'autres documentaires, qu'on arrive à montrer aux jeunes générations que c'est pas sale, que c'est le support de la vie, et que il faut préserver les sols. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a 60% des sols européens qui sont dégradés, donc on dit dégradés parce que il y a une perte de matière organique, donc qui est essentielle, donc toute la vie du sol, mais il y a aussi une perte de biodiversité dans le sol, donc on perd en champignons, on perd en vers de terre, en biomasse de vers de terre, donc en nombre de vers de terre, et en poids du ver de terre dans le sol. On a un tassement des sols avec aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, la mécanisation. On a des machines de plus en plus lourdes pour aller de plus en plus vite et de plus en plus loin et de plus en plus profondément dans le sol pour augmenter les rendements. On a aujourd'hui toutes ces pratiques agricoles qui vont au détriment du sol et qui vont avoir un impact. Il y a un autre chercheur qui me disait que jusqu'ici tout va bien, mais c'est vrai que les problèmes ils vont arriver. En fait, le sol il se dégrade par effet de palier. Donc on se dit là tout va bien, on arrive à subvenir, tout le monde trouve, en tout cas dans les pays développés, on a des rendements agricoles qui arrivent à être plutôt stables, et avec en tout cas les importations, quand on va dans un supermarché, on se dit que c'est abondant et que tout va bien. Mais qu'il va y avoir un seuil, et j'ai pas envie d'alarmer, mais enfin si quand même, mais il va y avoir il y a un moment où il va y avoir un effondrement de ce sol, et qu'il faut vraiment arriver à le préserver et à limiter tous les dommages qui sont faits aujourd'hui actuellement avec nos pratiques agricoles, mais pas que. On va pas mettre tout sur le dos des agriculteurs. Il y a aussi plein d'autres aspects, l'artificialisation des sols, avec la construction des villes ou toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui sont en conventionnel, ils le font parce qu'il y a aussi une demande du consommateur, et c'est ce pourquoi on en parlait avant. J'ai eu envie de faire ce film, c'est aussi pour sensibiliser le consommateur et le fait qu'il faut qu'il aide l'agriculteur à faire ce changement, parce qu'aujourd'hui, s'il va acheter ces tomates cerises en décembre sous plastique et qu'il va les payer 99 centimes, et elles vont venir d'Espagne, et qu'il a aucune sensibilisation sur ça, et qu'elles sont chauffées sous serre, et que elles sont répandues de pesticides. Il y a vraiment une injustice aujourd'hui au niveau des agriculteurs, où on leur demande de mettre en place des choses, mais il n'y a pas de demande du consommateur. Donc il va pas avoir tendance à vouloir s'investir là-dedans, parce que il trouve que son boulot n'est pas rémunéré justement, et qu'il y a aucune reconnaissance du milieu d'agriculteur. Aujourd'hui, il y a très très peu de reconnaissance du milieu de l'agriculteur, ou en tout cas dans le milieu urbain dans lequel j'ai grandi, on se rend pas compte de tout ce qu'ils font, tous les sacrifices qu'ils font, ils ont aucun week-end, surtout quand ils ont des animaux, il n'y a pas de week-end. Et donc j'ai envie qu'on se rende compte que les agriculteurs, sans eux, on n'est rien, et qu'il faut les soutenir. Et on les soutient en achetant des produits aux justes rémunérations du producteur, qu'on met un certain prix pour le consommateur, mais que sur le long terme, peut-être que les prix vont pouvoir s'harmoniser, et que après ça devienne la base. Donc c'est ça mon plus grand souhait, et je suis consciente que
que c'est un peu idéaliste et qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens pour s'approvisionner, de mettre davantage de poids dans leur balance de produits alimentaires, mais on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment un effondrement de cette part de budget allouée à l'alimentation. Avant, c'était 1/3 du budget. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à ce chiffre-là. J'ai plus les chiffres, mais c'est plus du tout ce chiffre-là. Ça a diminué au détriment des services. Aujourd'hui, on est capable de mettre 1 200 € dans un portable, mais on n'est pas capable d'acheter 1 kilo de tomates bio à 4,50 €. On met plus le juste prix dans l'alimentation. Voilà, c'est ce pourquoi j'ai envie de sensibiliser le consommateur. C'est remettre le juste prix et accompagner l'agriculteur. C'est trop facile de blâmer l'agriculteur sur le fait qu'il pollue. Mais il pollue parce qu'il en est obligé. C'est vrai que c'est un sacré sujet parce que on peut facilement remettre la faute sur l'agriculteur, on peut facilement remettre la faute sur le consommateur aussi. Et c'est facile de remettre la responsabilité sur d'autres alors que je pense aussi que ça passe par des volontés politiques fortes. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des politiques agricoles, ça passe pas mal par la PAC, donc par les institutions européennes. Donc ça dépend aussi de ça, des subventions que peuvent toucher les agriculteurs et agricultrices. Comme tu dis, effectivement, il y a un enjeu éducatif certain, c'est-à-dire montrer à quel point ça peut être chouette et sain aussi de manger bio, de manger local, etc. et que ça peut avoir plus de goût et que potentiellement dans certains cas ça peut revenir à pas énormément plus cher, notamment si on végétalise son alimentation. Il y a plein de moyens de le faire si on achète les produits plus bruts, moins industrialisés. Et en même temps, il y a cette barrière économique forte qui a un impact conséquent et c'est difficile de remettre toujours aussi la responsabilité sur les consommateurs parce que c'est exactement ce que font les politiques pour se dédouaner. Mais ouais, il y a plein d'initiatives, je pense, qui pourraient être intéressantes. On parle pas mal aujourd'hui de sécurité sociale de l'alimentation. C'est une initiative qui est notamment portée par Boris Tavernier, député lyonnais. Je suis lyonnais, donc j'en parle, mais tu vois, enfin, il y a des solutions qui pourraient être intéressantes pour permettre à la fois aux consommateurs de s'y retrouver, de pouvoir avoir accès à cette alimentation et à la fois aux producteurs aussi d'être rémunérés. Il y a 1 milliard de solutions. Il y a plein d'idées et il y a plein d'idées locales. Que le consommateur se relie avec des initiatives locales, que aujourd'hui les supermarchés, bien sûr, ils ont le monopole, mais c'est aussi très sympa d'aller à la rencontre des agriculteurs, d'aller acheter les produits directement. Il faut avoir le temps aussi, mais reconnecter, emmener ses enfants à la ferme ou emmener les jeunes à la ferme et leur montrer comment poussent des légumes, des fruits et les reconnecter à cette notion du goût. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète des légumes hors saison, en tout cas, et on achète des tomates en novembre, elles ont aucun goût, mais bon, on a quand même envie de manger des tomates en novembre. Il y a plein de choses à faire et je pense que une des premières solutions, c'est de reconnecter les gens à l'exploitation agricole, à la ferme et les emmener à la ferme pour comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants des agriculteurs. Ouais, parce qu'il y a, comme tu dis, une profonde déconnexion entre le milieu urbain et le milieu rural et ouais, il y a un enjeu à reconnecter les deux complètement. Ouais, ça c'est sûr. Tu évoquais un certain nombre d'initiatives justement qui sont mises en place par ces agriculteurs et agricultrices. Je vais en citer justement quelques-unes qu'on retrouve dans le documentaire qui me paraissaient assez intéressantes. Pour faire un petit teaser du film, c'est très bien. Ouais, c'est parfait. Du coup, par exemple, sur le pilier de l'eau, il y a d'autres systèmes d'irrigation aussi qui sont possibles. Il y en a un dans le documentaire que t'étudies, c'est le système Keyline. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous en parler un petit peu, s'il te plaît? C'est pas un système, c'est plus compliqué qu'un système d'irrigation. Enfin, c'est un système d'irrigation, mais si tu veux, mais très naturel. L'idée du Keyline Design, c'est basé sur les principes de l'hydrologie régénératrice. Donc en fait, l'idée, c'est de stocker et d'infiltrer l'eau, de retenir l'eau là où elle tombe, et d'éviter tous ces phénomènes de ruissellement. Donc en fait, on va planter les cultures. Donc là, en l'occurrence, c'était des céréales en Suisse. On va planter les cultures de façon à ce qu'il y ait une très très légère pente avec une étude topographique
Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a une pente de 0,5%. L'eau, elle va tomber du haut de la parcelle et en fait, elle va très légèrement descendre. Mais en fait, la pente est si légère que l'eau va avoir le temps de s'infiltrer dans le sol au fur et à mesure. Et donc, on va éviter tous ces phénomènes d'inondation. Et surtout, on va permettre à la fin d'avoir une sorte de mini bassin de stockage si on a vraiment besoin d'irrigation. C'est possible dans des parcelles où il y a une légère pente, c'est pas possible dans les terrains très très plats, bien sûr. Quoique certains disent que oui. Mais il y a cette idée de vraiment infiltrer l'eau dans le sol et d'avoir une résilience de l'exploitation totale en termes d'eau et d'avoir des besoins en irrigation très très faibles. Et c'est ce que j'ai remarqué en Suisse. Ils avaient des gros problèmes avec des sécheresses de plus en plus accentuées et des pertes de rendement. Et depuis qu'ils ont instauré ça, plus aucune perte et surtout un bassin de stockage qui leur permettait d'irriguer leurs légumes en plein été. Donc très intéressant quand on voit les enjeux liés à l'eau aujourd'hui. Il y a une autre initiative aussi que je trouve intéressante et chouette. C'est, tu parlais tout à l'heure du fait que l'un des agriculteurs avait une oliveraie et mettait ses poules entre les oliviers. Il y a une autre initiative dans des vignes, cette fois-ci de vitipastoralisme, Oui. où on peut introduire des brebis entre les vignes, justement, et tu parlais du rôle des excréments à la place des engrais minéraux qu'on ajoute. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette initiative? Ouais, le vitipastoralisme, déjà c'est très beau à voir. Enfin, c'est très mignon. C'est le principe de mettre des brebis en hiver dans les vignes. En hiver parce que c'est le seul moment où il n'y a pas de végétation, de feuilles sur les vignes. Et il y a aussi un autre, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pesticides qui étaient appliqués sur les feuilles. Donc au-delà qu'il y ait des pertes de rendement si jamais les brebis mangent les feuilles, il y a aussi des dangers pour elles si jamais elles mangent trop les feuilles de vigne. Il y a plein d'avantages en fait dans le vitipastoralisme. Ça permet d'entretenir les vignes en hiver, donc d'entretenir le sol de la vigne, donc les brebis vont brouter entre les rangs de vignes. Et il y a aussi le fait qu'elles apportent leur déjection, leur urine, donc ça apporte énormément de minéraux. Ça fertilise la parcelle, donc ça apporte de l'azote. C'est assez impressionnant. Et il y a tout aussi la partie reconnecter les agriculteurs entre eux. Donc on reconnecte un berger j'avais été rencontrer un berger dans le Vaucluse qui me disait moi ça me permet de voir du monde aussi. Après on va dîner tous ensemble entre vin et agneau. On se fait rôtir des côtes d'agneau avec un bon verre de vin. Donc il y a tout ce côté très social aussi où on reconnecte les agriculteurs qui sont parfois isolés entre eux. Donc plein de bénéfices. C'est une très très belle pratique, le vitipastoralisme. Justement, là, on voit qu'il y a une synergie entre le vivant, parce qu'il y a à la fois une connexion qui se fait, des apports mutuels bénéfiques pour 3 communautés différentes. Et ça me fait penser, justement, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview sur le lien au vivant avec une ancienne ingénieure agronome aussi qui s'appelle Camille Tedesco. Et on a évoqué avec elle les apports du philosophe Baptiste Morisot. Et celui-ci met en avant notamment ce qu'il appelle la communauté d'importance. Donc il y a un peu une communauté d'alliance entre justement les différentes parties prenantes du vivant. Et la priorité, c'est de faire valoir les interdépendances. Et donc, c'est nécessaire de favoriser les rencontres entre ces différentes parties prenantes, entre ces différents camps, et de prendre des décisions qui vont en faveur des conditions d'habitabilité communes sur la planète. C'est pour ça, là, l'exemple du vitipastoralisme, il est très intéressant. Et plus globalement, quand on prend l'exemple justement du pastoralisme, on voit qu'il y a plusieurs parties prenantes. Il y a les animaux, que ce soit des bovins, des ovins, des caprins. Il y a les éleveurs ou bergers. Mais il y a aussi les prairies. Et les prairies, on n'y pense pas souvent, on les oublie souvent dans l'équation. Dans l'alliance, du coup, qui est posée, il y a la question du bien-être animal, certes, mais il y a aussi la question, on pourrait parler de bien-être végétal, mais il y a les insectes, il y a plein de choses. Et donc, il y a le bien-être humain aussi. En tout cas, dans ce qui concerne le végétal, ça pose la question du maintien de la biodiversité, donc sa condition d'habitabilité aux prairies. Et du coup, ce que je trouve chouette dans le documentaire, au final, quand on prend un peu de recul, c'est que il montre justement des tentatives d'alliance, même sans le nommer, entre ces différentes parties prenantes, où justement les humains et les humaines ils tentent de prendre en compte ces différents camps, non pas en séparant ces entités, mais en les faisant se rencontrer, équilibrer les forces. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré aussi.
Du coup, je te cite certaines de ces tentatives d'alliance. Le documentaire montre justement que les arbres sont un atout pour la biodiversité. Donc certes, en termes de rétention d'eau, de carbone, mais on oublie aussi qu'ils sont un atout pour les animaux qui les utilisent pour se protéger du soleil comme de la pluie. Il y a notamment le fait de déplacer régulièrement les troupeaux sur différentes parcelles pour permettre au sol de se régénérer, aux prairies de se renforcer, tout en limitant le piétinement du sol et donc le surpâturage. Tu parles aussi de synergie bovin-ovin. Ça, je trouve ça ouf et je savais pas du tout. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Moi non plus, je connaissais pas du tout. C'était en Écosse, chez Andrew, et en fait, il avait une très très grande exploitation de 540 hectares, donc que du pâturage très extensif. Et en fait, il m'expliquait plein d'atouts entre les ovins et les bovins. Déjà, un des premiers atouts, c'est leur complémentarité je l'ai pas mis dans le film, mais leur complémentarité en termes de pâturage. C'est-à-dire que les ovins vont manger très très à ras. Donc, ils vont avoir tendance à plutôt dégrader le sol. Quand les ovins, ils vont harmoniser plus la végétation, ils vont manger l'herbe la plus haute et ils vont pas avoir tendance à griffer un peu le sol. Donc, mais en parallèle de ça, les ovins, ils sont forcément plus lourds que les ovins. L'idée, c'est que Andrew mettait d'abord ses vaches dans ses parcelles et ensuite il complémentait par des ovins. Et il y avait cette complémentarité aussi. Les ovins passaient 4-5 mois en étable parce qu'ils étaient trop lourds et que du coup ça pouvait endommager le sol s'ils les laissaient pendant la saison des pluies. Alors que les ovins, ils pouvaient les laisser en permanence sur les sols, en tout cas les sols les plus robustes, les moins humides. Et il y avait cette idée de pouvoir ajouter des fertilisants tout au cours de l'année sur le sol. Donc vraiment, on se rendait compte avec ça. Il y a une chercheuse qui est venue quand j'y étais, que le sol, il était très 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 vivant. On a fait des relevés de vers de terre, on avait des vers de terre, elle avait jamais vu ça. Elle disait que le sol, il était parfait en termes de compaction parce que quand elle l'effritait, il était pas du tout trop compact et du coup qu'il était très peu compacté, qu'il y avait une vraie vie dans le sol. Donc ça, on se rendait compte de ça et elle disait que c'était en particulier lié à cette complémentarité ovin-bovin. Et pour revenir à la complémentarité assez fascinante, il nous avait raconté qu'on donnait énormément de vermifuges aux animaux pour un peu détruire tous les parasites dans leur estomac, parce que comme ils mangent toute la journée de l'herbe avec où il y a forcément des vers, ils mangent forcément des vers, il y a aussi des dangers. Quand ils en ont trop, ça peut devenir compliqué pour leur santé. Aussi pour le sol, parce que avec leur déjection, ils vont se retrouver dans le sol, donc il va y avoir un peu un cercle vicieux où les animaux vont contribuer à produire leurs propres parasites. Et il me disait, s'ils complémentaient, ils mettaient à la fois des vaches et des ovins dans le même pré, en fait, les parasites des vaches vont pas pouvoir se développer dans le système digestif des moutons. Et en fait, les moutons vont manger les parasites des vaches, mais ça va les tuer. Il y a une espèce de régulation naturelle entre les parasites des vaches et les parasites des moutons. Et ça va permettre d'éviter d'avoir à donner des vermifuges aux animaux. Tout va se réguler de cette façon. Donc c'est assez fascinant. Donc faire de la complémentarité à la fois en termes de culture, mais aussi en termes d'espèces. Et ça, c'est ce que j'ai vu à la fois chez Andrew et chez Marco en Italie avec ses poules. Et c'est assez fascinant de se dire que la nature, je le disais, est bien faite et que si on met plein de diversité, on se retrouve avec une résilience accrue. Je trouve ça assez fou comme exemple. C'est hyper intéressant et au final, toutes ces initiatives qui sont mises en place, il y a vraiment pour point commun une recherche de redonner de l'attention au vivant dans son ensemble, qu'il soit animal, végétal, ou bien les humains aussi, parce que on a posé la question de leur bien-être. On a parlé tout à l'heure justement du fait que l'agriculture c'est un métier difficile, on y passe beaucoup de temps, il y a énormément d'enjeux, il y a énormément d'impacts extérieurs qui peuvent tout chambouler. Et donc c'est important aussi de poser la question du bien-être des agriculteurs et des agricultrices. Donc ouais, on parle de la question du temps, c'est très prenant, il y a sans doute plein de modèles aussi à imaginer à ce niveau-là. Et justement, ce film, à ce niveau-là, il est porteur de plein d'espoir. Toi, t'es allé interroger quels étaient les espoirs de ces différentes personnes à la suite de ces constats et des initiatives qu'elles mettent en place. Quels sont un peu les espoirs que t'as relevés chez ces personnes ? Ouais, c'est pour ça que le film s'appelle Sol couvert d'espoir. Très difficile à trouver d'ailleurs le titre d'un documentaire. Assez rapidement dans mon périple, j'avais un peu envie
à la fin du documentaire, d'avoir quelque chose qui donne de l'espoir. Et du coup, je m'étais dit comment je vais pouvoir faire ça si je mets ma voix off. Bon, les gens ils vont m'écouter, mais ils vont pas forcément vouloir s'engager derrière. Et donc à la fin de chaque interview, pour un peu détendre l'atmosphère et avoir une question qui soit moins technique et plus réelle, enfin plus sincère et avec de l'émotion, j'ai posé à chaque agriculteur la question quel est votre plus grand espoir pour l'agriculture de demain? Et il y avait des espoirs très très divers, et moi ce que j'ai retenu c'est que aujourd'hui les agriculteurs ils sont vraiment sensibilisés sur ces enjeux-là, et qu'il y en a un certain nombre qui s'engagent là-dedans. Et le plus grand espoir de bon nombre de personnes, c'est que tous les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs s'engagent dans cette transition, et qu'il y a un consortium entre tous ces agriculteurs, une synergie où chacun ait envie d'y aller et de se lancer, parce que tout seul ça fait peur. Il y a aussi des gros verrous sociaux quand on voit un agriculteur faire quelque chose, où ça fait peur aussi à certains agriculteurs de se lancer dans les couverts végétaux, l'agroforesterie. Et après, il y a beaucoup de, ce que me disait Jean-Baptiste, il y a beaucoup de critiques dans le dos de certains agriculteurs. Tu devrais pas faire comme ça, ça va s'effondrer, ça va pas être rentable et tout. Donc vraiment qu'il y ait plus de bienveillance dans cette transition-là. Un grand espoir aussi qui est ressorti, c'est le fait qu'il faut sensibiliser les jeunes générations, comme les anciennes, leur montrer que c'est possible. Et je pense que mon plus grand espoir, c'est de donner de l'espoir aux gens, de leur montrer que c'est possible, et que ça soit pas une vision très pessimiste et défaitiste comme on n'y arrivera pas, c'est trop tard. Et non, c'est pas trop tard. Il y a il y a des très nombreux agriculteurs qui mettent en place des initiatives locales, et l'espoir du film, c'est que ces initiatives locales se déploient à très grande échelle, et que dans 10-20 ans ça devienne la base, et que plus tard on voit que les sols couverts avec des couverts végétaux, qu'on voit des animaux au milieu des champs d'oliviers, qu'on voit des animaux dans des champs de maïs, qui soient plus seulement des champs de maïs en monoculture, mais qu'il y ait une diversité, que ce soit pas que des champs en monoculture, qu'on ne voit plus ces rampes d'aspersion où on voit des litres d'eau qui sont aspergés par minute sur des champs. Donc il y a un changement dans nos pratiques agricoles, et que tout le monde ait envie de s'engager. Ça, c'est l'espoir de toutes les personnes qui sont dans le film et qui sont profondément optimistes. C'est ça qui m'a marqué aussi. C'est que tous les agriculteurs que j'ai été voir, ils sont pas du tout défaitistes. Ils ont tellement d'énergie. La plupart c'est mitigé en termes d'âge, mais il y en a qui sont proches de la retraite, et non, ils ont encore énormément d'espoir. Ils ont envie de changer les choses, et ça donne de l'espoir à tout le monde. Donc, sol couvert d'espoir. C'est beau de voir que toi, justement, t'es allé à la rencontre de toutes ces personnes, et que tu les portes, ces espoirs-là, et que tu les partages auprès du grand public. Et c'est trop chouette. Le film, il est vraiment beau et puissant, et on a pu évoquer justement pas mal de choses, mais il y a pas mal de choses dont on n'a pas parlé aussi. Donc j'invite un peu toutes les personnes qui nous écoutent à aller découvrir ce documentaire. Je voulais te demander où t'en es justement de la phase de diffusion, et où c'est qu'il sera possible de visionner ce documentaire. Ouais, alors mon plus grand challenge là ces dernières semaines, c'était de finir le film. Donc j'ai réalisé la toute première projection la semaine dernière, suivie d'une projection dans mon école. Donc ça a pas mal plu, donc j'étais très contente et très soulagée. Et là maintenant, je suis en train de déployer cette phase de diffusion qui est le plus grand moment pour le réalisateur, pour toute l'équipe qui a travaillé derrière. Donc mes principaux objectifs, c'est de le diffuser dans des festivals en lien avec l'agriculture, l'environnement, le voyage, pourquoi pas. Donc il faut trouver des festivals, il faut les contacter, il faut leur envoyer le film. Et après, j'ai aussi cette idée de présenter dans des lycées agricoles, dans des lycées, dans des universités, dans des lieux associatifs, des écolieux, où il y a aussi des moments de partage, que ce soit pas juste des projections, qu'il y ait aussi des échanges avec soit des agriculteurs qui ont participé au film, soit des agriculteurs qui mettent en place ces pratiques, soit des scientifiques, soit des politiques, ça serait bien aussi. Et j'ai aussi toute une envie de faire des ateliers, des fresques de formation, qui est des sortes de mini-journées ou des demi-journées où il y a une projection, un mini-débat, une fresque des sols, un atelier des sols vivants, une fresque de la biodiversité, ou au contraire un atelier plus immersif où on va tous ensemble planter une haie, un couloir de haie dans une exploitation agricole.
Donc je suis en train d'essayer de faire naître un certain nombre de partenariats, de créer un site internet. Là, pour l'instant, je gère un peu tout ça, où il y a toutes les infos sur un compte Instagram, Triptyque, donc TRIPTYQE -docu, donc DOCU. Ouais, c'est le début. Je te souhaite que ces projections, elles soient nombreuses et qu'elles aient justement l'impact souhaité. Et je doute pas de ça en tout cas, parce que comme je dis, le film est vraiment super chouette et super pertinent, avec plein d'infos, vulgarisé aussi de manière très accessible. Donc je suis sûr qu'il aura de l'impact. Ouais, c'était mon choix numéro 1, c'était qu'il soit accessible au grand public et que ça soit pas que accessible à des étudiants, à des agriculteurs, des étudiants, je veux dire, en école d'agronomie, que vraiment, je pense qu'à partir de 11 ans, on puisse regarder le film, quoi. Même avant, pour moi, il n'y a pas de termes trop techniques. Après, il faut s'accrocher parce que il y a des présentations de termes techniques. Mais avec les paysages, il y a des graphiques aussi, donc ça permet de rendre ça plus digeste par moment. Les agriculteurs sont très très passionnés, donc très passionnants. Les scientifiques ont bien vulgarisé et ont bien joué le jeu aussi. Donc vraiment accessible au grand public, c'était mon plus grand souhait. Et qui donne de l'espoir surtout. Et avec de très belles illustrations de plans et des archives aussi, dont on parlait tout à l'heure en off. Oui, des archives. Ça a été très très utile aussi, c'est de se rendre compte de l'évolution de l'agriculture depuis l'après-guerre et de voir tout ce qui a contribué de façon positive à augmenter les rendements, mais qu'on en ait oublié aussi tous les impacts négatifs sur les écosystèmes. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent justement à aller suivre ton compte Instagram pour avoir toutes les news, les diffusions à venir près de chez vous. Écoute, Éléonore, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci pour ce partage, pour toutes ces infos et tout. C'était super intéressant. Merci à toi d'avoir pris le temps et surtout de m'avoir écouté et d'encourager cette démarche qui me tient vraiment, vraiment à cœur. J'espère que ça s'est ressenti dans le podcast, mais voilà. Avec plaisir. Et je pense que ça s'est ressenti. On voit ta passion aussi et je pense qu'on la ressentira dans ta voix. Je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.